Bonsoir, fils et filles de la nation, notre chère République démocratique du Congo. La journaliste du New York Times a traversé la frontière depuis le Rwanda pour rejoindre Joseph Kabila. Elle ne l'a pas traversé depuis le côté congolais, depuis Rutshuru, Bunagana ou n'importe quel point de notre propre territoire. Depuis le Rwanda. Un aide l'attendait. D'une jeep l'a conduite à travers Goma. L'adresse de la villa était secrète. Ce détail de logistique n'est pas anecdotique. Il est la clé de lecture de tout ce qui suit. L'accès à l'ancien président de la République démocratique du Congo passe physiquement par Kigali. Ce 30 mars 2026, le New York Times publie le premier grand portrait de Kabila en 8 ans. 10 jours plus tôt, la Libre Belgique avait ouvert le bal depuis la même ville sous contrôle rebelle. 2 médias, 2 capitaines, 2 audiences, en 10 jours. Cela ne s'appelle pas une sortie médiatique, cela s'appelle une campagne. Et toute campagne a un objectif que les communiqués ne mentionnent jamais. Ce soir, Inside News Review entre dans le moteur de cette offensive. Pas dans ce que Kabila dit. Cela, tout le monde peut le lire. Dans ce qu'il calcule, dans ce qu'il tait, et dans ce que la géographie de ses entretiens révèle sur qui tient, aujourd'hui, la logistique de son retour politique. Ruth McLean, correspondante Afrique de l'Ouest du New York Times, l'écrit sans détour dans son article. Elle a traversé la frontière depuis le Rwanda pour rejoindre Kabila à Goma. Un aide du camp de l'ex-président l'attendait côté rwandais. La jeep, l'itinéraire, la sécurité de l'accès, tout cela était coordonné depuis l'autre côté d'une frontière qui est, sur les cartes officielles, celle d'un État étranger. Ce fait unique structure tout le reste. L'homme condamné à mort par les tribunaux de son propre pays pour trahison et crimes de guerre reçoit des journalistes du New York Times dans une villa lacustre avec 2 portails, des jardins luxuriants et des hommes armés. Il y accède depuis et via un territoire dont l'armée nationale rwandaise est documentée selon l'US Treasury Department comme fournissant au M23 des systèmes de brouillage GPS, des équipements de défense aérienne et des drones. L'US Treasury le dit, pas Kinshasa, l'US Treasury, le 2 mars 2026, en sanctionnant les forces de défense rwandaises et 4 de leurs commandants. Kabila circule librement dans ce système. Mieux, il y reçoit. La villa n'est pas une cachette improvisée, c'est un dispositif logistique. Et ce dispositif logistique a une adresse d'entrée, Kigali. Quand le ministre congolais des Communications, Patrice Muyaya, déclare que Kabila est visiblement à la solde du Rwanda et en relaie les narratives, ce n'est pas une accusation partisane, c'est une observation géographique. L'itinéraire de la journaliste du New York Times la valide sans le vouloir. Or, ce point ne figure dans aucune des analyses publiées ce matin en Europe ou en Amérique du Nord. Les articles saluent le portrait, l'accès, la rareté de l'entretien. Personne ne s'arrête sur le fait que cet accès transite par un État dont l'armée est simultanément sous sanctions américaines pour soutien aux groupes rebelles qui contrôlent la ville où Kabila reçoit. Cette omission collective est déjà une information. La Libre Belgique, le New York Times, Bruxelles, New York, en 10 jours. Ce choix n'est pas aléatoire. C'est de la précision chirurgicale. La Belgique est l'ancienne puissance coloniale. Elle maintient des liens économiques, institutionnels et diplomatiques durables avec Kinshasa. Elle héberge une diaspora congolaise politiquement active. Elle est aussi la fenêtre par laquelle l'opinion publique européenne lit le Congo. Quand Kabila dit à la Libre que la Belgique est en train de se disqualifier en soutenant Tshisekedi, il ne s'adresse pas aux Congolais. Il s'adresse à Bruxelles. Il envoie un message au réseau politique belge. Votre choix de camp est en train de vous coûter de la crédibilité. Reconsidérez. Le New York Times, c'est un autre registre. En décembre 2025, Trump a signé avec Tshisekedi les Washington Accords, un accord de paix doublé d'un accord d'accès préférentiel aux minerais congolais pour les entreprises américaines. Une économiste congolaise, citée par NPR, a résumé la chose sans détour. La RDC a remis aux États-Unis un chèque en blanc sur le secteur minier.
C'est dans ce contexte que Kabila choisit de parler au New York Times. Le public visé n'est pas le lecteur de Brooklyn, c'est l'administration Trump. C'est Massad Boulos, le conseiller Afrique de la Maison-Blanche. Ce sont les investisseurs américains qui regardent les minerais congolais. Le message est « Je suis là, je suis raisonnable, je suis un interlocuteur » et l'accord que vous avez signé avec Tshisekedi repose sur une légitimité que je conteste. L'enjeu est limpide. Si les accords de Washington tiennent et produisent une stabilisation économique, Kabila est définitivement marginalisé. L'architecture de l'après-conflit se construit sans lui. Si ces accords s'effondrent et les données disponibles suggèrent qu'il vacille sérieusement, il y a un vide politique que quelqu'un doit occuper. Kabila fait campagne pour être ce quelqu'un, pas auprès des Congolais, auprès des décideurs qui, depuis Washington et Bruxelles, structurent la prochaine architecture de notre pays. Ce que cette campagne révèle en creux, c'est que Kabila n'a pas de base politique active en RDC. Son parti est suspendu, ses proches arrêtés, Ramazani Shadari, Aubin Minaku, son réseau parlementaire démantelé. La soudanisation et l'article 64, ce n'est pas un programme pour les Congolais. C'est une carte de visite pour l'étranger. C'est la phrase que les commentateurs ont notée sans en mesurer la portée réelle. Dans l'entretien du New York Times, Kabila parle de l'élection de 2018. Il dit, je cite, « Nous avons pensé, dans notre façon très sage de voir les choses, qu'il était important que le président ait la majorité et qu'il y ait une coalition. Et c'est l'accord qui a été signé. » Il ajoute, sur les regrets, « On peut jouer avec beaucoup de choses, mais pas avec le leadership d'un pays. Avec le recul, ce sont des choses que nous aurions pu et dû changer. Prenons la mesure de ce que cela signifie. » En décembre 2018, les données de l'Église catholique et les fichiers de la CENI filtrés à la presse internationale montraient que le vrai vainqueur de l'élection présidentielle était Martin Fayulu, avec une avance substantielle sur Tshisekedi. Ces données ont été confirmées par plusieurs médias d'investigation. La Cour constitutionnelle, contrôlée par Kabila, a validé Tshisekedi. Kabila a ignoré l'Union africaine qui demandait un recomptage. Tshisekedi a été investi le 24 janvier 2019 dans ce que la presse internationale a unanimement présenté comme le premier transfert pacifique du pouvoir en RDC, en passant soigneusement sous silence que le vainqueur réel avait été remplacé par un accord de couloir. Ce que Kabila admet dans le New York Times, c'est cela. Il a arrangé une élection. Il a décidé qui serait président. Et maintenant, 7 ans plus tard, depuis une villa lacustre à Goma, il dit que c'était une erreur. Pourquoi dire cela maintenant? Pas par contrition. Cet homme n'a pas passé 27 ans dans la politique congolaise pour s'exhiber en repentance. Cette admission a une cible précise. Martin Fayulu et sa base électorale. Ce sont les millions de Congolais qui savent, qui ont toujours su que leur vote a été volé. En reconnaissant l'accord de couloir, Kabila envoie un signal. Je peux reconnaître vos droits bafoués. Je peux être un partenaire de la restitution. Il ouvre une conversation, pas avec la journaliste du New York Times, mais avec Fayulu et les forces politiques qui refusent à la fois Tshisekedi et lui. L'aveu est calculé. Sa portée est précisément nationale, là où toute la rhétorique sur la soudanisation et l'article 64 était précisément internationale. Ajoutons la couche suivante. Fred Bauma, activiste de Lucha, 18 mois de prison sous Kabila, face à une possible peine de mort. Le New York Times le cite en réponse à la dénégation de Kabila sur les prisonniers politiques. Bauma dit que Kabila aura du mal à se regarder dans le miroir. Kabila ne répond pas à cette accusation. L'angle mort est là, béant. L'homme qui se pose en défenseur de la Constitution et des droits civiques a, selon Human Rights Watch, fait tuer au moins 66 manifestants en septembre 2016, pour avoir simplement demandé le respect de la limitation des mandats qu'il invoque aujourd'hui contre son successeur. La chronologie est têtue. Elle est aussi pour lui une arme double tranchant. La journaliste lui pose la question sur les accords de Washington. La réponse de Kabila est remarquable.
il n'a pas lu l'accord. Il a été trop occupé à étudier les questions stratégiques pour son doctorat. Il se décrit comme un homme des cavernes depuis trop longtemps. Arrêtons-nous. Les accords de Washington ont été signés le 4 décembre 2025 par Tshisekedi et Kagame en présence de Donald Trump, qui les a qualifiés de triomphe glorieux. Le lendemain de la signing ceremony, les combats avaient repris dans le Sud Kivu. Le 2 mars 2026, le Trésor américain a sanctionné les forces de défense rwandaises pour violation de l'accord. Le 17 et 18 mars 2026, une nouvelle réunion à Washington tentait de forcer une mise en œuvre. Au moment où Kabila parle au New York Times, ces accords sont en train de se décomposer en temps réel. Kabila n'a pas lu cet accord. Un ancien président, condamné pour avoir prétendument dirigé la rébellion qui occupe Goma, la ville même où l'accord doit s'appliquer en premier, dit qu'il n'a pas trouvé le temps de le lire. Le même homme qui, dans la Libre Belgique 10 jours avant, avait démontré une connaissance précise de la dynamique des négociations de Doha et de Washington, qualifiant les processus d'inefficaces, et Tshisekedi de va-t-en-guerre. L'ignorance déclarée est une posture, pas un état. Elle dit deux choses simultanément. D'abord, je ne reconnais pas la légitimité des parties signataires. Ce que Tshisekedi signe au nom de la RDC ne me lie pas parce que je conteste sa légitimité. Ensuite, je suis au-dessus du processus actuel. Je l'étudie depuis une position d'observateur analytique supérieur, un doctorant en questions stratégiques, et non comme un acteur contraint par ses résultats. Le doctorat mérite une attention particulière. Depuis quand les acteurs politiques en exil ou semi-exil mentionnent-ils explicitement leurs études universitaires dans des interviews politiques? Quand ils veulent construire une image de sérieux intellectuel qui contraste avec la perception d'hommes condamnés pour trahison. Quand ils veulent signaler qu'ils ont utilisé le temps de leur absence pour développer une expertise formalisée. Et quand ils veulent à terme se repositionner comme architectes d'une solution politique plutôt que comme combattants d'une rébellion. Le paysan aux chaussures impeccablement cirées, comme l'écrit la journaliste du New York Times. Le caveman qui n'a pas le temps de lire les accords de paix, mais qui, depuis une villa sécurisée avec 2 portails et des hommes armés sur une rive privée du lac Kivu, analyse doctoralement les questions stratégiques de notre pays. Cette figure est une construction. Elle est soignée, réfléchie et précise dans chacun de ses détails. Pendant ce temps, le 27 mars 2026, 3 jours avant la publication de cet entretien, le gouvernement de la RDC signait avec la Chine un mémorandum minier prévoyant des exportations congolaises sans droit de douane vers la Chine dès mai 2026. Ce mémorandum s'inscrit dans un contexte où les accords de Washington donnaient aux entreprises américaines un accès préférentiel aux minerais congolais. 2 grandes puissances se disputent l'accès aux ressources de notre territoire simultanément. Kabila n'en dit pas un mot. Ce silence est aussi une position. Il ne veut pas apparaître comme l'homme du Rwanda dans un débat entre Washington et Teka. La journaliste lui pose directement la question « Veut-il redevenir président ?» Sa réponse est un modèle d'ambiguïté calculée. Il dit que non, ce n'est pas un oui. Puis il dit que ce dont le Congo a besoin, ce sont des patriotes, des gens qui peuvent vraiment remettre le pays sur les rails. Quelques phases plus tôt dans le même entretien, il s'était décrit comme le plus grand patriote du Congo. Ce n'est pas une réponse, c'est une candidature déguisée en réserve. Le calcul sous-jacent est lisible. Déclarer une candidature depuis une villa sous contrôle rebelle après une condamnation à mort pour trahison serait une faute politique. Cela permettrait au gouvernement de Kinshasa de cadrer toute la conversation autour du criminel en fuite qui veut revenir au pouvoir. En refusant de dire oui, tout en structurant chaque réponse pour en faire la conclusion logique, Kabila préserve l'ambiguïté qui lui donne de la valeur comme interlocuteur politique. Un homme qui ne veut pas le pouvoir, mais que les circonstances pourraient convaincre, est infiniment plus puissant, dans les négociations à venir, qu'un candidat déclaré. L'image du départ en 2019 qu'il convoque, sa mère pleurant de soulagement qu'il n'ait pas été assassiné comme son père, est également calculée. Elle humanise, elle ancre la narration dans une continuité dynastique marquée par la violence. Elle dit
J'ai payé un prix personnel. Je reviens malgré cela, non par ambition, mais par devoir. C'est le dernier temps de la construction identitaire que cette campagne médiatique élabore depuis 10 jours. Kabila s'est d'abord présenté comme analyste, la libre, la soudanisation. Il s'est ensuite présenté comme constitutionnaliste, la libre, l'article 64. Il se présente maintenant comme humaniste et père de la nation malgré lui. NYT, le patriote, le survivant dynastique. Ces 3 couches forment une candidature. Il leur manque seulement le moment et la plateforme pour se consolider. Ce moment, il ne dépend pas de Kabila seul, il dépend de la trajectoire des négociations en cours. Si les accords de Washington s'effondrent définitivement, si le processus de Doha achoppe, si une solution politique à l'Est doit inclure les acteurs qui contrôlent le terrain, et que ce terrain, c'est Goma, alors Kabila sera invité à la table, qu'il ait dit oui ou non au New York Times ce matin. L'architecture de son absence du processus actuel est provisoire, et il le sait mieux que personne. Le résultat de ces 10 jours de campagne peut être résumé en 5 constats. Le premier, la logistique de l'accès passe par Kigali. Cette réalité géographique, documentée par la journaliste du New York Times elle-même, invalide tout le discours de Kabila sur son indépendance vis-à-vis de la rébellion et de son parrain régional. Aucun journaliste n'a souligné ce point. Nous venons de le faire. Le deuxième, l'aveu sur 2018 n'est pas une mea culpa. C'est une ouverture tactique vers la base de Fayulu et les forces qui refusent à la fois Tshisekedi et l'ex-président. Elle ouvre la possibilité d'une coalition d'opposition structurée autour d'une revendication de réparation électorale. C'est de la politique, pas de la contrition. Venons en troisième. L'ignorance déclarée des accords de Washington est une posture de négociation. Elle dit aux acteurs américains qui surveillent « Je suis la variable non intégrée dans votre équation. Si vous voulez une solution durable à l'Est, vous devrez m'intégrer. » Cette variable a un prix. Le quatrième constat. Les 2 médias choisis ne parlent pas aux Congolais. Ils parlent à Bruxelles et à Washington au moment précis où la Chine signe un mémorandum minier avec Kinshasa. La guerre des ressources se joue aussi sur le terrain de l'opinion publique dans les capitales qui décident de l'architecture financière de notre pays. Pour finir, le cinquième. La candidature implicite est déjà construite. Elle attend son moment. Ce moment dépend de l'effondrement ou de la survie des processus en cours. Les données disponibles depuis les sanctions américaines du 2 mars 2026 jusqu'aux combats qui ont repris dans les heures suivant la cérémonie de Washington en décembre 2025 suggèrent que l'effondrement partiel est déjà acté. Le verdict est celui-ci. En 10 jours, depuis une villa que les journalistes rejoignent depuis le Rwanda, Kabila a réussi à se repositionner aux yeux de l'opinion internationale comme un acteur politique, pas comme un condamné. La presse occidentale l'a aidé à accomplir ce repositionnement sans interroger sa géographie d'accès, son aveu sur 2018, ou la contradiction entre le paysan philosophe et l'homme aux chaussures impeccables dans la villa sécurisée. Ce qui se trame n'est pas un retour romantique d'un ancien chef d'État qui aime son pays. Ce qui se trame est la tentative de rendre incontournable, dans la prochaine architecture négociée, un homme que les tribunaux de son pays ont condamné et que la logistique de son propre accès médiatique place sous la dépendance de l'État, dont l'armée est sous sanctions américaines. Notre pays mérite que cette équation soit nommée dans les langues que parlent ceux qui en décident. Nos concitoyens à l'Est, eux, ne lisent pas le New York Times. Ils survivent sous les bombes, des 2 côtés, pendant que les accords sont signés, violés, renégociés et resignés dans des salles climatisées à Washington, Doha et Genève. Depuis août 2024, selon les données du UNHCR, plus de 7 millions de Congolais sont déplacés internes. C'est le chiffre le plus élevé du continent africain. Kabila ne l'a pas mentionné. La journaliste du New York Times l'a noté en bas d'article. Inside News Review en fait le cœur du verdict. Une seule question, ce soir, que nous vous laissons poser à vos cercles et à vos consciences.
si les puissances qui négocient l'avenir de notre État sont les mêmes qui l'arment, et si le candidat qui se présente comme notre sauveur national transite par cette même puissance pour parler au monde, qu'est-ce qui, dans cette équation, représente encore nos intérêts? Merci de suivre Inside News Review avec cette exigence de vérité. Partagez cette analyse avec ceux qui ont besoin de voir ce que la lumière des salons de presse ne montre pas. C'était Solange. Les chaussures brillent. Le lac reflète. La vérité, elle, n'a pas d'adresse secrète.